Mesdames, Messieurs, bonjour. Sans plus tarder, nous allons entamer ce webinaire qui est dédié à un thème: quelle gouvernance pour l'efficience d'un système de protection sociale pérenne de retraite au Mali. Et avant d'entamer tout propos, nous allons laisser la parole à Madame la présidente Iréao Ndamba à son mot de bienvenue. Madame la présidente, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Camara et cher vice-président. Je souhaite à tous les participants, à tous les panélistes qui ont eu l'honneur de participer à ce webinaire qui est quand même très important pour une majorité d'entre nous, pour ne pas dire pour toute la population. Nous comptons sur vos éclairages, sur les débats qu'on souhaite très riches pour ce webinaire. Merci à tous et très bon webinaire. Je vous remercie. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Après votre mot de bienvenue, et nous allons faire juste un tout petit survol pour comprendre déjà quel est l'intérêt du sujet. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système de sécurité sociale. Sur cette question, l'idée de sécurité sociale date de très longtemps et procède de l'existence d'une convention internationale et au niveau des droits de l'homme et également au niveau de l'OIT. Et donc, je m'en vais et lire un avant-propos, un extrait de l'avant-propos d'un guide qui a été mis en place avec l'aide de l'OIT, non seulement pour les organisations de sécurité sociale en Europe, mais également pour, à travers la CIPRES, pour les organisations de sécurité sociale en Afrique. C'est un guide pratique en termes de renforcement des capacités et d'aide aux administrateurs des institutions de sécurité sociale. Dans cet avant-propos, il est cité: la sécurité sociale est un droit humain fondamental, consacré par de nombreux instruments internationaux, en particulier la Déclaration de Philadelphie en 1944, qui fait partie intégrante de la Constitution de l'Organisation internationale du travail. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, ou encore la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du travail en 2008. En Afrique, l'exercice du droit à la sécurité sociale et à la protection sociale est toutefois toujours refusé à de nombreux citoyens qui n'ont pas accès aux programmes existants dans la plupart des pays du continent. Donc, vous voyez bien qu'une institution de sécurité sociale revêt un caractère extrêmement important pour la vie économique et sociale d'un pays. En ce qui nous concerne principalement, nous avons au Mali une institution de sécurité sociale qui s'appelle l'INPS. Certains représentants de l'ILO, du moins certains panélistes qui jouent un rôle important dans la gouvernance de l'INPS, pourraient dire davantage ce qui concerne le rôle que joue l'INPS et comment l'INPS fonctionne. Maintenant, dans ce
même guide dont je vous ai parlé tantôt, une certaine définition de la sécurité sociale apparaît, et une définition la plus large, et par laquelle on entend par système national de protection sociale le système légalement établi qui assure la mise à disposition et le financement des transferts destinés aux personnes ayant des besoins spécifiques en cas de vieillesse, d'invalidité, de survie, de maladie, de maternité, d'accident du travail et de chômage, ainsi qu'à l'aide aux familles et aux soins de santé. Ce sont là les éventualités qui sont mentionnées dans la Convention numéro 102 de 1952 concernant la sécurité sociale en termes de normes minimum de l'Organisation internationale du travail. La protection sociale inclut aussi des mesures permettant d'offrir un logement et une nutrition adéquate, d'assurer l'accès à l'éducation et d'atténuer la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, un système de sécurité sociale ne se limite pas qu'à la gestion de la retraite, dont la pérennité à travers le système de gouvernance fait l'objet du débat d'aujourd'hui ou du thème d'aujourd'hui. Cela dit, pour ne pas empiéter ou préempter sur les différents exercices de nos panélistes et ce que nous attendons d'eux en termes de valeur ajoutée, d'expérience par rapport à ce thème. Et je voudrais passer à la présentation des différents panélistes. L'un des panélistes, pour ne pas dire l'une des panélistes, Madame Valérie Belvert, est psychologue du travail, élue conseillère des Français de l'étranger du Mali, conseiller du commerce extérieur de la France, présidente du comité du Mali, vice-présidente du CNPM, Conseil national du patronat du Mali, chargée des relations extérieures, présidente de la commission emploi-formation du Conseil des investisseurs européens au Mali, CIEM, Chambre de commerce européenne et Rocha, chevalier de la Légion d'honneur. Elle a 23 ans d'activité professionnelle en Afrique, Côte d'Ivoire et Mali. Côte d'Ivoire, 5 ans, Mali 15. Auparavant, en France, elle a eu une carrière dans l'insertion professionnelle. Elle est diplômée en psychologie sociale et du travail et en psychologie clinique, ethnopsychiatrique. Le second intervenant, Monsieur Draman Diop, qui a fait des études primaires à l'école de Badrabou, par la suite au lycée Raskia Mabel, l'Institut de formation des travailleurs sociaux et à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Il y a un institut dédié à la formation des cadres d'assurance. Il a eu également une formation des cadres pour les dédiés au cadre de sécurité sociale à Abidjan. Il travaille à l'UNPS depuis, il est en fonction à l'UNPS depuis 1991. Il a été chef de division, chef de service pension et ensuite chef d'agence de l'UNPS de la commune 5. Et donc, il a été 5 ans aussi directeur des prestations et actuellement conseiller du directeur général. Le troisième intervenant, c'est Monsieur Issa Benet, qui est ingénieur système informatique, sous-ingénieur en robotique, licencié en électronique, maintenance informatique, technicien en mécanique générale. Il a eu par ailleurs fait beaucoup de formations. Il est membre du Conseil économique et social et culturel du Mali et il est président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi. Il est formateur et animateur dans plusieurs cercles d'études et il a participé à plusieurs activités et forums
y compris la COPP 2022. Il est secrétaire administratif du bureau exécutif de l'UNTR. Il est le secrétaire général du syndicat national de la métallurgie et de l'industrie mécanique. Le quatrième intervenant, c'est M. Ibrahim Touré, qui certainement est le moins impliqué directement sur dans le fonctionnement de l'INPS, puisqu'il est membre à un titre. Je reviendrai là-dessus. Ibrahim Touré a été boursier d'excellence des 300 jeunes cadres pour le Mali, initiative dont les résultats ont abouti à une obtention de jeunes diplômés bien formés dans le cadre de ce programme. Et il est membre du GREN et de la CPD. Il est ingénieur diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Il est spécialisé en mathématiques appliquées, gestion des risques et ingénierie financière. Il est actuellement manager, responsable de la surveillance des risques dans une société de financement française spécialisée dans la garantie financière. Avant de rejoindre cette dernière entité, Ibrahim Touré a été inspecteur des marchés et modèles dans une banque française. Il enseigne par ailleurs la data science et la finance à l'université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Mesdames, Messieurs, voilà en gros la présentation concernant les 4 panélistes qui doivent intervenir. Je voudrais tout simplement noter que ces 4 panélistes peuvent être groupés en 2 catégories. Première catégorie, c'est ceux qui interviennent de manière directe ou indirecte dans la gouvernance de l'INPS. Parce que l'INPS étant constitué, le conseil d'administration étant constitué paritairement, donc l'INPS, les syndicats y sont représentés, le patronat y est représenté. Nous avons un représentant du syndicat qui est là, un représentant du patronat qui est là, et ou du moins un membre. On a aussi M. Diop, qui est en fonction à l'INPS. Donc, ce premier groupe constitué de personnes qui sont toutes parties prenantes de manière directe de l'INPS. Le deuxième groupe, en fait, c'est une façon de parler, sinon c'est le seul personne, c'est M. Ibrahim Touré, qui lui est un extérieur cette organisation de manière directe. Donc, en gros, sans plus tarder, je pense que le sujet étant connu, les panélistes ayant été présentés, on va s'attaquer au sujet en demandant en priorité à Monsieur Bengali du syndicat de bien vouloir nous livrer ses premières notes, ses premières impressions par rapport au sujet. Monsieur Bengali, je vous donne la parole tout en rappelant que chacun dispose tout au maximum d'une dizaine de minutes pour nous permettre de pouvoir laisser de la place aux questions, au débat, afin de parvenir à des résultats féconds, à des conclusions qui puissent servir pour l'avenir. Je vous remercie. Et M. Bengali, je vous demande de prendre la parole. Ok. Bon, je pense que c'est pour le grande dame de toutes les manières. Parce qu'en réalité, le problème de la retraite constitue un problème majeur, non seulement dans le monde, mais au Mali en particulier. Comprenez déjà que, comme vous l'avez dit, nous sommes ici dans Franck parle de sa part, celui-là même, il dit qu'il y a de l'extérieur. Je pense que nous sommes tous familiarisés. Donc, par rapport à cette situation de la pérennisation de la retraite, je pense qu'il y a un contexte déjà qu'il faut
voir par rapport à ça et comprendre déjà que aujourd'hui, le problème de retard là constitue un problème très crucial au Mali. Et ce n'est même pas au Mali seulement, c'est pratiquement dans tous les pays d'Afrique et sinon dans le monde entier. Mais particulièrement au Mali, je pense que nous avons des difficultés ici liées vraiment à la retraite. C'est voilà pourquoi je pense que d'année en année, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Je pense que la position sénégale compte beaucoup dans cette gestion. Et voilà pourquoi, si vous avez vu à un moment donné au Mali qu'on est arrivé à la prolongation de l'âge de la retraite, tout ça, c'était peut-être une action sénégale qui a été appuyée par le gouvernement et qui permettait à un moment donné, l'augmentation de l'âge de la retraite pouvait permettre à différentes caisses de souffler un peu. On n'a pas pensé comme ça. On a compris après que ce n'était pas la solution. La solution n'était pas peut-être exercer, il fallait revoir encore. Et donc, ces difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, donc, en dépit de tout ce qu'il y a comme Covid-19 qui est arrivé, qui a encore freiné le monde du travail, parce qu'il faut reconnaître quelque part que la cotisation des réactifs, des travailleurs qui travaillent, des actifs, des travailleurs qui travaillent, c'est la cotisation qui permet de prendre en charge déjà ceux qui sont à retraite. Maintenant, il faudra qu'il y ait peut-être une marge importante de ces actifs. Et malheureusement, au Mali, nous avons un problème sur l'emploi. Ce problème est lié en partie aux différents problèmes que nous avons connus. Notamment, il y a d'abord la COVID-19 qui est venue nous chambrer à un moment donné. Il y a ça qui a entraîné peut-être des conséquences néfastes au niveau des entreprises qui a entraîné tout de suite une diminution de l'emploi. Alors, mais en marge de cela aussi, le Mali a un cas particulier, c'est la crise multidimensionnelle qui sévit dans ce pays pendant des décennies. On comprend avec ça, on ne peut pas maîtriser carrément le droit de développement, alors que le développement est lié forcément à la création d'entreprises et à la création d'emplois. Voilà les difficultés auxquelles nous faisons vraiment face au Mali, et c'est le contexte même qui oblige à chercher des solutions. Les solutions, c'est pour aller vraiment vers des réformes. Et ces réformes-là, comment faire en sorte qu'on puisse élargir cette base de cotisation. Si vous remarquez déjà, quand on fait une analyse au Mali, vous allez voir que pratiquement la base cotisable ne dépasse pas 10% en réalité des Maliens. Est-ce qu'il faut faire ce niveau? Il faut essayer de voir comment élargir la base. Maintenant, il faudra tenir compte aussi peut-être des travailleurs des travailleurs de l'informel, du système informel, qui constitue peut-être 90% déjà même de la création d'emplois, mais qui peut-être ne bénéficie pas de cette mesure de protection. Et alors que si on arrive à les canaliser, à les formaliser, à aller vraiment vers leur participation à la retraite, ça pourrait permettre au Mali aussi, et au-dessus d'avoir déjà une base élargie de cotisation. Donc, une base élargie de recettes. Voilà, et par rapport à ça, je pense que les réformes sont axées sur ça. Mais il y a aussi, au-delà des réformes qui seront envisagées, il y a aussi la gestion administrative. Parce que dans tout ça, là, même si quelles que soient les mesures qui sont prises, il faudra que même les organismes là, les travailleurs qui sont à ce niveau, que les gens puissent avoir une gestion saine. Une gestion saine déjà de l'existant. Malheureusement, il y a un problème à ce niveau. Parce que quand vous parlez déjà au niveau de la gestion administrative, vous allez comprendre que ces différents régimes qui sont là, ces différents organismes qui sont là, sont souvent politisés. Alors, si ces organismes ne sont pas indépendants et qu'ils ne font pas face à leur réalité, et s'il y a les politiques qui doivent jouer vraiment dans ces organismes, il y a un problème à ce niveau. Vous comprenez déjà que chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, vous allez voir qu'il y a des recrutements massifs au niveau de ces organismes. Ces recrutements, non seulement n'ont pas d'impact sur les résultats, et en même temps, les ressources humaines deviennent trop dépensières encore. Et là, la corruption, il faut comprendre également qu'il faut vraiment aller contre la corruption. Parce que tant qu'il y a la corruption, et tant qu'il y a quels que soient les efforts qui sont fournis par rapport à cette crise, comprenez que ça ne pourra jamais marcher tant qu'il y a la corruption qui est là. Donc, il s'agit de donner une indépendance totale à ces différents organismes pour qu'ils puissent travailler correctement. Et en même temps aussi aller à la formation. Il faudra qu'également, ils soient vraiment formés. Parce qu'il faudra que les cadres à ce niveau soient bien formés pour pouvoir indiquer les gens à la création d'emplois, à ce qu'ils doivent faire face à leurs responsabilités. Je pense qu'on a besoin d'une formation dans tous les domaines.
faudra que ces gens soient formés même par rapport au régime de la retraite, par rapport à la gestion des entreprises, par rapport à la question de ce qu'on doit faire. Il faudra qu'il y ait une formation adéquate de tous les membres, en tout cas de ces différents organismes qu'on appelle de protection sociale. Parce qu'au Mali, il y a des organismes, il y a déjà la CNSS qui est chargée même des fonctionnaires d'État. Et il y a des MPS qui gèrent les salariés du secteur privé. Et peut-être les contractuels de l'État également. Donc, on comprend déjà que c'est des régimes complémentaires qui sont là. Mais quand vous reprenez l'IMPS qui, normalement, tout repose sur l'IMPS parce que l'IMPS, c'est l'IMPS qui doit aller vraiment à la recherche, doit aller dénicher encore peut-être des cotisants. Mais pour le faire aussi, il faudra quelque part qu'ils jouent leur rôle aussi. L'existant qui est là, je vous dis quelque chose quand vous regardez les chefs d'entreprise qui ne veulent pas déclarer. Il y a un problème, c'est quoi à ce niveau? Il y a certains chefs d'entreprise qui ne déclarent jamais les travailleurs à l'IMPS. Sinon, ils cachent une certaine partie. Donc, quelque part, l'IMPS est plein, mais moi, je pense que la faute incombe à l'IMPS. C'est cette entreprise qui doit se déplacer et avoir un répertoire de chaque entreprise et à un moment donné, pouvoir tout recenser et voir si les choses se passent. La branche de retraite actuellement, c'est à 12% de la pension de la branche prestation familiale pour amener ça à la pension S. Et la branche AT aussi qui est à 4%. On peut prendre 1%. Ça a été même, on a voir un atelier sur la transposition des textes. On avait même pris ça. On peut prendre 1% sur les AT, ramener sur la branche pension qui va maintenant prendre 12%, sûrement qui peut quand même supporter les charges. Ensuite, il y a un système aussi. Ça, c'est l'interconnexion entre l'INPS et l'administration territoriale par rapport à l'âge. On peut avoir l'âge des assurés, l'âge des enfants. Une interconnexion. Et ensuite, une interconnexion entre l'INPS et les impôts. Parce que nous voyons que les employeurs, lorsque quelqu'un a un salaire de 500 000 qui est déclaré à l'impôt, à l'INPS, on vient déclarer 250 000. Donc, ça nous pose des problèmes. Parce qu'en ce moment, on joue sur l'assuré. Et doit permettre chaque employeur doit permettre à ses salariés de bénéficier complètement des avantages de pension. Si vous êtes sous déclaration, vous mettez vos assurés dans une situation difficile. Ensuite, nous avons obligé l'employeur à cotiser parce que nous nous sommes obligés, même sans cotisation, de prendre les assurés en compte. Donc, nous allons payer des prestations à des travailleurs qui n'ont jamais cotisé. Donc, ce sont les différentes difficultés que nous avons et je vous ai un peu parlé des solutions que nous envisageons. Je vous remercie. Très bien, merci Monsieur Diop. Nous avons noté un certain nombre de points que vous avez soulignés. Nous allons y revenir, mais nous allons finir déjà le tour des panélistes et puis nous reviendrons sur l'ensemble de ce point pour tout le monde. Madame Valérie. Mon micro est ouvert. Oui, ok. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation de participer à ce panel. C'est un sujet auquel nous, les sociétés de placement et de gestion du personnel, on est confrontés sur les retraites. Donc, au niveau de la gouvernance pour un système pérenne de retraite, il est légitime de s'interroger sur ce système de retraite du Mali. Est-ce qu'il est toujours en phase avec les enjeux actuels, notamment les transformations qui affectent le monde du travail et dans son contenu même? Qu'est-ce qu'il faut conserver et que faut-il faire évoluer? Les sujets de la gouvernance et du pilotage sont extrêmement importants pour l'ensemble de la sphère publique dans la mesure où ils assurent, au-delà des conjonctures des gouvernements et des actualités politiques, la continuité d'une stratégie et d'une politique pour l'ensemble de la nation. Ils sont tout aussi déterminants pour garantir la possibilité d'entreprendre des réformes. Donc, ce couple continuité-réforme est fondamental en matière de retraite, plus encore que dans d'autres domaines. L'un des devoirs en matière de social consiste à donner confiance à l'ensemble de la population sur la pérennité d'un système et plus encore dans le cas de risques s'inscrivant sur le long terme, comme la retraite. Lorsqu'un jeune débute dans la vie active à 20 ans, qu'il est rémunéré et bien évidemment déclaré, dans le meilleur des cas,
et qu'il commence à verser une cotisation retraite, la société engage une créance vis-à-vis de lui, créance finalement qu'elle commencera à honorer 40 ans plus tard et qu'elle continuera à servir pendant 20 à 25 ans, voire plus s'il a une veuve plus jeune que lui. Donc la confiance dans la pérennité du système est un élément fondamental du pacte société-retraite. Il y a un véritable souhait de la transparence sur les sommes que l'individu ou l'entreprise transfère à l'État sous forme de prélèvement obligatoire. Ainsi, l'un des avantages serait sa capacité à établir cette pérennité en dehors des aléas économiques et politiques. C'est la question des conditions de la confiance, donc par un pilotage et une gouvernance qui permettra d'assurer la pérennité du système en tout état de cause, qui est essentiel, quoi. Donc, sans épuiser le sujet, les questions de transparence, de progressivité, d'anticipation, d'affichage d'objectifs, d'équité intergénérationnelle sont fondamentales. Donc, dans une époque de soupçons sur la gestion publique, le collectif, la question de service, où va ma contribution, à quoi sert-elle, ne peut pas être négligée. La protection sociale, elle est gouvernée par l'idée de ressources affectées, donc lisibles pour le cotisant. Je contribue à l'assurance vieillesse. En contribuant, je me protège et je protège les autres. Au Mali, il n'y a pas d'universalité dans le système des retraites, mais il y a une vision professionnelle. Les risques concernent les seuls travailleurs. Se pose là la question de la démocratie sociale. Bon, en 99, il y a quand même eu l'institution de l'assurance volontaire qui, de 2005 à 2022, a eu 35 000 adhérents. C'est pas énorme. Le financement des pensions de retraite est assuré par les actifs d'aujourd'hui. Et ce mode de financement est impacté par plusieurs facteurs. Donc, le facteur démographique, bon, je vais répéter un peu ce que mes prédécesseurs ont dit, en fait. Donc, le facteur démographique, d'une façon générale, le bon fonctionnement d'un régime de pension par répartition suppose le renouvellement permanent des membres du groupe social intéressé pour que les créances de ceux qui ont cotisé pendant leur vie active conservent une valeur. Or, en ce moment, la permanence de ce renouvellement peut être mise en péril par la réduction progressive du groupe de cotisants. Voilà. Au niveau du prélèvement et la redistribution. On n'entend pas, on entend moins. À cet égard, le problème d'employeur sous-déclare les salaires, mais sous-déclare les effectifs de leurs salariés et les cotisations. Donc, c'est un gros souci, quoi, parce qu'il y en a qui payent les gens 200 000 francs, mais qui les déclarent que sur la base de 100 000, ou bien ils déclarent qu'une partie de leur personnel. Donc, on voit ça tous les jours. Donc, les difficultés rencontrées, c'est le manque d'organisation, de volonté peut-être administrative, empêchant l'identification de certains secteurs, de certains acteurs économiques. Effectivement, il y a des pans entiers de la société qui sont pas identifiés, on va pas les chercher, pour qu'il y a de l'emploi dissimulé. La législation qui favorise le départ à la retraite certainement trop tôt, avant même que les gens finalement soient vieux. Ou voilà. Possibilité aussi de partir plus tôt, mais peut-être trop tôt. Peut-être revoir un peu ces âges-là. L'économie informelle qui ne permet pas l'élargissement de la couverture sociale. Ça se trouve dans le milieu urbain, mais aussi beaucoup dans le milieu agricole. Peut-être un problème de maîtrise du fichier des employeurs assurés. Le non-paiement des cotisations sociales dans certains secteurs, donc ça c'est récurrent. L'absence de mécanisme de suspension systématique dans le processus d'extinction des droits et la non-maîtrise du fichier des contractuels de l'administration publique et des collectivités territoriales. Donc après, rien d'extraordinaire dans les perspectives. Moi, je suis pas une grande spécialiste de ces mécanismes-là, mais donc je disais dans les perspectives, l'uniformisation de l'âge de la retraite et le reculer, la déconcentration du recouvrement des cotisations, la télédéclaration, l'identification biométrique des assurés, la dématérialisation évidemment de tous les processus du traitement et de paiement des prestations. Donc la grande question en fait, elle est bien comme déjà mentionné, celle de la soutenabilité du système. Les départs massifs à la retraite, combinés à la crise de l'emploi et au développement exponentiel du secteur informel, il y a un énorme gap, en fait, dans le ratio actif-inactif. Après, le sujet de la gouvernance, évidemment, il y a toujours le sujet qui est récurrent, redondant sur la moralisation de la gestion de la vie publique et notamment la bonne gouvernance des EPA. Donc après, je ne sais pas quelle solution on peut proposer.
Et une dernière chose qu'il ne faudrait pas négliger, c'est la pédagogie, notamment auprès des jeunes, pour faire connaître ce système de solidarité nationale au cœur, en fait, d'un pacte républicain, quoi. La sécurité sociale incarne des valeurs exprimées par des droits, mais aussi par des devoirs, qui fondent la citoyenneté sociale. Et elle est fort peu expliquée, en fait, en général, et encore moins aux jeunes générations. Et seule une pédagogie intensive, certainement en partenariat avec l'éducation nationale, pourra permettre aux résidents maliens de se sentir acteurs de leur sécurité sociale, qui sera la condition essentielle de sa pérennité. Voilà, pour l'instant. Il a disparu, notre modérateur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Madame Belver. Ah bon, j'ai eu peur. Je vous entends parfaitement bien. J'ai eu peur. Je pense que c'est notre modérateur qui a disparu, non? Ouais. Peut-être que M. Touré peut intervenir à ce stade-là, en attendant que le modérateur revienne. On vous entend pas. Très bien. Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire sur un thème ô combien crucial pour le Mali et même pour la protection sociale. Et merci également à mes collègues de la cellule pour le développement de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation. Alors moi, je pense que c'est très difficile d'intervenir quasiment en dernière position parce que tout a été quasiment dit, hein, mais je vais quand même essayer de retracer les grandes lignes que j'avais préparées pour aborder ce thème-là. Déjà, comme vous l'avez dit, nous avons un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que c'est les cotisants aujourd'hui qui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui, les pensionnés d'aujourd'hui. Et normalement, quand on voit ça, nous sommes dans un pays en développement, notre démographie est censée être un atout. Voilà, on a une population qui est jeune, donc ça c'est un atout. Donc, alors que, paradoxalement, je comprends que notre système de retraite, même si ça, je lis entre les lignes, est en déficit en réalité. Pourquoi? Parce que, en fait, pour que le système puisse marcher, il faut que, effectivement, nous ayons des jeunes, une démographie dynamique, mais il faut que parmi ces jeunes-là, les gens, ils travaillent, et aussi parmi ceux qui travaillent, il faut qu'ils cotisent aussi. Donc, vous voyez, donc on est dans un système qui s'enchaîne et qui fait qu'au final, nous sommes dans un problème parce que nous sommes pris entre le secteur informel qui ne veut pas intégrer le formel. Et voilà. Et donc, tous ces problèmes-là mis bout à bout font que le système est en déficit chronique en réalité qu'il faut résoudre. Donc, je vais parler de 5 thématiques. Je vais parler déjà de l'INPS. L'INPS qui est dans nos statuts, qui est un établissement public administratif, et tout ce que cela implique en matière de gouvernance. Le deuxième point, je vais parler de la transparence. Et en troisième point, je vais parler des principes clés, ce que j'appelle les principes clés de base en matière de gouvernance. Et enfin, je vais aussi évoquer le rôle de l'État dans ce dispositif-là, parce que c'est très important. Déjà, l'INPS, comme je le disais tantôt, c'est un établissement public à caractère administratif, c'est que la loi lui donne de facto l'autonomie financière. Et aussi, l'INPS a des missions précises de service public et aussi d'intérêt général. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que en termes d'administration interne, l'INPS définit lui-même ses règles de fonctionnement. Il va recruter son personnel, prendre des décisions autonomes en matière RH, en matière financière, et aussi il a son propre budget de fonctionnement, c'est-à-dire qui est distinct du budget qui est fixé par l'État. Quand on voit ça, on se dit mais ce INPS a quand même beaucoup de pouvoir et du fait même pour moi de ce que la loi lui confère en termes de pouvoir, pour moi il faut d'abord de la transparence. La transparence en matière de quoi? Moi, quand je préparais ce webinaire, naturellement, je vais sur le site de l'INPS pour voir où sont les informations, etc. Voilà, je me dis, il n'y a pas de rapport d'activité, il n'y a pas de rapport de gestion qui est publié, même si je sais que vous le publiez, l'INPS le publie et que c'est diffusé. Sans ce webinaire-là, je ne sais pas, est-ce que le système de retraite est en déficit ou pas, même si je pense qu'il est en déficit.
quels sont les systèmes qui sont excédentaires. Voilà, donc tout ça, je pense que on peut mettre tout ça dans un rapport de gestion qui doit être sur le site de l'INPS. Donc ça, c'est vraiment le principe de base, c'est la transparence. C'est rapport de... Le deuxième point, c'est tout ce qui est, pour moi, je vais rentrer dans l'autre principe clé, c'est les organes de gouvernance qui composent l'INPS. Aujourd'hui, je vais parler de la forme puis du fond. Vous avez un conseil d'administration, effectivement, un conseil d'administration qui est composé des différentes parties prenantes, ça c'est bien. Ça c'est, voilà, vous avez le patronat qui est représenté, les travailleurs qui sont représentés, l'État aussi qui est représenté pour défendre l'intérêt général. Voilà, donc ça c'est bien. Déjà, toutes les parties prenantes sont représentées, c'est bien. Donc, mais je pense que il faut aller un cran au-dessus encore pour que nous puissions avoir des profils bien spécifiques qui doivent intervenir dans ce conseil d'administration-là. Dans les conseils d'administration, les gens doivent être complémentaires. Déjà en termes de formation, en termes de profil, en termes de voilà, il doit y avoir des gens qui sont bons, qui sont spécialisés en finance, des gens qui vont maîtriser les aspects risques, d'autres qui vont maîtriser les aspects juridiques. Donc, il y a un peu cette complémentarité au sein du conseil d'administration. Et également en termes de formation, c'est-à-dire que les administrateurs aussi doivent être formés, doivent être au fait des nouvelles, de tout ce qui se passe. Moi, c'est très utile. Aussi, l'autre point, donc une fois qu'on a fait le conseil d'administration aussi, et ça c'est valable aussi pour les directeurs, c'est que le conseil d'administration quand même doit avoir un peu de stabilité. Voilà, donc il doit avoir de la stabilité. Moi, j'ai fait un peu de recherche sur certains, par exemple, je crois que c'est en Côte d'Ivoire où les conseils d'administration, ils sont élus, ils sont nommés pour une période de 3 ans, renouvelable. Donc ça, c'est bien qu'il y ait un peu de stabilité au sein du conseil d'administration pour que toutes ces personnes-là puissent avoir la capacité dans le temps et l'expérience pour pouvoir être force de proposition. Donc ça, c'est très important. Après, on arrive au cran en dessous, c'est le directoire. Pour moi, en fait, l'INPS peut réorganiser un peu son mode de fonctionnement avec un directeur général. On va revenir dessus, comment il doit être nommé aussi. J'ai des choses à dire là-dessus. Et avec peut-être des directeurs généraux délégués qui sont, qui sont organisés plus par filière, quoi. Voilà. Donc, des gens qui vont s'occuper de la partie fonctionnelle, d'autres qui vont s'occuper de la partie, plus support. Donc, ça, c'est, voilà. Et après, ce que je recommande également, ce qui manque aussi, c'est qu'il faut la mise en place d'une vraie filière, ce que j'appelle la filière risque au sein de l'organisation. Parce que nous sommes aujourd'hui, la gestion des risques est très, très importante, surtout pour un organisme comme le vôtre, qui gère des fonds, je pense, importants, qui sont placés sur des supports qui peuvent être plus ou moins risqués. Donc, il faut aussi quelqu'un qui est spécialisé en risque, qui connaît vraiment la gestion des risques. C'est des profils que vous pouvez trouver dans les banques, dans les assurances, qui peuvent vous aider à déjà calculer votre coût de risque. Quel est le coût de risque aujourd'hui de mon institut de retraite? Et c'est en connaissant le coût de risque que vous pouvez être force de proposition en matière de tarification. Parce que moi, je vais mal dire au patronat, allez, bon, nous allons augmenter les cotisations. Bon, sur la base de quoi? Donc, il faut connaître le coût du risque. Donc, il faut vraiment mettre en place, je dirais, une filière risque. Donc, voilà. Donc, formation et également, formation de tous ces gens. Donc, sur le directeur également. Donc, les DG doivent avoir les compétences. Il doit être indépendant également et doit rapporter au conseil d'administration. Après, l'un des points aussi que je vois quand je regarde l'organigramme, bon, vu de l'extérieur, on a peut-être l'impression que il y a peut-être beaucoup de doublons, voilà, dans les fonctions au sein de l'INPS. Ça, c'est vraiment mon observation externe. J'ai pas compris pourquoi il y a l'inspection générale, il y a aussi, exemple, il y a l'audit interne aussi, alors que c'est censé être la même chose. Donc, voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que je pense que vous pouvez régler tout de suite et en se réorganisant et faire des économies pour la pérennité du système. Après, l'un des derniers points que je vais aborder, c'est les comités. La comitologie, ce que j'appelle la comitologie, qui sont aussi très importants en matière de gouvernance. Et aussi avoir une vision risque des choses pour que vous puissiez investir de manière, je pense, de manière sereine, équilibrée, pour ne pas encore investir que dans l'immobilier, par exemple. Voilà. Donc, pour couvrir les dépenses, effectivement, il y a une prestation légale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes doivent financer. L'État s'est dit, bon, moi, je me désolidarise un peu, en quelque sorte, de votre gestion interne. Vous avez l'autonomie financière et ne m'appelez pas pour payer les prestations. Et en même temps, les statuts donnent à l'État le droit de nommer les directeurs généraux. Bon, moi, je trouve ça un peu incohérent. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration, c'est lui qui est responsable des actes du directeur général.
s'il est responsable, il doit avoir aussi le droit de nommer ce directeur général-là. Pour moi, vraiment, c'est le conseil d'administration qui doit nommer le directeur général parce que le directeur général représente le conseil d'administration. Ça, c'est vraiment dans les théories de finance, c'est la base. Et aussi, donc, c'est le conseil d'administration qui doit proposer son DG et qui est ensuite formalisé dans le conseil des ministres, quoi. Donc voilà, donc vraiment le conseil d'administration vraiment, parce que comment l'État peut, vous-même vous avez vu monsieur Bengali l'a dit au début, nous sommes dans un système qui est très instable. Chaque fois les ministres qui changent, et vous dites au ministre, c'est lui qui nomme le DG, mais comment le DG même ne peut pas se sentir sécurisé dans son poste? Parce qu'il va se dire, dans tous les cas, je suis là que pour un an, si le ministre vient, je vais changer le poste. Donc ce genre d'instabilité, pour moi, n'apporte rien, n'augure rien de bon, voilà. Donc il faut que ça vient au niveau du conseil d'administration, qui nomme son directeur général sur la base d'une période limitée, peut-être éventuellement renouvelable, 4, 5 ans, 6 ans, peu importe, mais il faut qu'il soit ni trop long, ni trop court. Parce que si c'est trop, il faut que ça soit souvent, que ça change souvent pour apporter une nouvelle dynamique et un nouveau souffle. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop court. 1 an, 2 ans, c'est trop peu. Voilà. Donc, compte tenu de ça, mais l'État, quand même, je ne sais pas dire que l'État n'a rien à faire dans l'histoire. L'État a plusieurs rôles, à mon avis. Le premier rôle de l'État, c'est un rôle régalien, pour moi. C'est de contrôler, l'État participe déjà au conseil d'administration, ce qui est déjà très bien. Donc, ça lui donne beaucoup d'informations pour avoir ce rôle régalien-là de contrôle, de contrôler via le bureau du vérificateur général, les inspections générales de finances, et aussi mener des audits indépendants, voilà, parce que l'État représente en quelque sorte le peuple. Et aussi, l'État, je pense que le fait que l'État est présent dans le conseil d'administration lui donne des opportunités de réforme. Parce que toutes les réformes que vous allez faire, changer les cotisations, reculer l'âge légal de départ à la retraite, c'est l'État, c'est le régulateur qui prend ces décisions-là. Donc, du fait de sa présence, son rôle, c'est d'aller chercher des opportunités de réforme et faire ensuite des projets de loi et des propositions de loi. Donc voilà, voici tout ce que je pouvais dire en matière de gouvernance. Donc le mot clé, si on doit le retenir, c'est vraiment la stabilité au sein des organes de direction et aussi transférer les modes de nomination auprès du conseil d'administration pour qu'on soit serein. Voilà. Merci à vous. Merci, monsieur Touré. Je pense, après votre intervention, on va essayer de faire un peu. Monsieur Bengali n'a pas pu achever son intervention. Je pense qu'on va lui concéder 2 ou 3 minutes rapidement, s'il en a besoin. Monsieur Bengali. Attendez, je vais l'ouvrir. Ouvrez votre micro. Ouvrez. Allô? Voilà, on vous entend maintenant. Ok, merci. Je disais que je n'ai pas grand-chose à dire au-delà de ce que M. Touré vient de dire, sauf vous dire qu'aucun système de retraite et même de sécurité sociale ne peut se pérenniser sans un système d'emploi fort et viable. Ça, il faut vraiment qu'on ait à ça. Et je pense qu'on a largement parlé de cet aspect où il faut vraiment inclure le système informel. C'est vrai que c'est les gens, malgré qu'il y a une ouverture qui est peut-être l'assurance volontaire, mais comprenez qu'on ne peut pas avoir beaucoup de gens tant qu'on n'organise pas ces gens-là. Quelqu'un qui n'a pas un revenu stable ne peut pas s'aventurer à payer quelque chose par mois. Il faudra que nous, on s'investisse au niveau du monde agricole, comment les organiser en coopérative pour qu'ils puissent quand même adhérer aussi à la retraite. Et le rôle de l'État, il y a M. Touré qui en a parlé, le rôle de l'État aussi, c'est aussi le respect des lois. Quand il parle de ça régalien, c'est le respect des lois aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous trouvez un chef d'entreprise qui ne déclare pas son travail à 100%, mais après, quel est le rôle de l'État? Parce que c'est les inspections de travail qui jouent ce rôle à ce niveau. Mais très généralement, c'est un problème qui est toujours là. Tu sais que les entreprises ont les moyens, ils ne reversent pas. Et l'IMPES n'a autre chose que d'aller voir un huissier pour venir les intimider. Pour moi, aujourd'hui, si un chef d'entreprise ne reverse pas ses cotisations, l'État ne doit pas lui donner un marché. On doit prendre des mesures de ce genre. L'entreprise n'a pas droit à un marché tant qu'elle ne reverse pas régulièrement les cotisations de travail au niveau de l'IMPES. Moi, c'est les aspects sur lesquels on doit vraiment s'attarder et voir ce qu'on peut faire. Par exemple, déjà, la nomination du conseil d'administration et du directeur par le conseil d'administration, comme l'a dit M. Touré, et comprenez que si c'est l'État qui nomme, l'État a encore cette même mise sur l'entreprise. Voilà pourquoi il y a la gestion politique. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est les politiques qui viennent alourdir encore les travailleurs,
des postes multiples, des postes, des doublons. C'est comme l'a remarqué M. Touré. Ces doublons-là, c'est uniquement pour pouvoir recaser des jeunes ou bien des travail de l'appartenance. Le système ne peut pas marcher comme ça. Il faudra qu'on cherche un frein par rapport à ça et mettre vraiment fin à ce système. Parce que tant qu'il y a ce système qui est là, rien ne marchera à nouveau de ces deux organismes, en tout cas chargés de la gestion des réformes de la protection sociale. Comme on l'a dit, ces réformes ne peuvent se faire tant qu'il n'y a pas, ne peuvent jamais être efficaces tant qu'il n'y a pas une gestion saine au niveau de ces deux organismes-là. Je pense que je vais faire l'économie. On avait déjà, peut-être que vous, en tant que modérateur, vous n'avez pas entendu beaucoup de partis, mais je pense qu'on avait beaucoup suffisamment parlé là-dessus. Et je pense qu'on sera se prêter aux questions déjà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maintenant, très rapidement, pour laisser place par la suite à nos éditeurs et vidéo spectateurs, je vais faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Notamment, on a noté des facteurs exogènes comme des facteurs endogènes. Et la problématique qui est posée est celle de la bonne gouvernance. Mais il y a un certain nombre de sujets qui sont forcément rattachés à cette question qui ont été soulevés, mais qui ne sont pas d'ordre organisationnel ou qui ne relèvent pas forcément des questions de gouvernance. Mais notamment, ces sujets quand même soulevés ont été utiles. Un autre, parmi les facteurs exogènes, nous avons la situation économique. En fait, la crise économique. Cette crise qui est certainement due à plusieurs causes et qu'on qualifie souvent de crise multidimensionnelle, mais ces crises-là, les crises institutionnelles récentes qu'on a connues depuis sur une décennie, sont venues trouver quand même que les mêmes problèmes étaient là et que ces mêmes problèmes existaient. Donc, ça ne peut pas être lié qu'à ça, même si c'est des facteurs qui ont contribué à accentuer la crise dans la gouvernance de l'INPS. Mais les problèmes qui ont été soulevés sont des problèmes de capacité d'abord financière à travers à travers la collecte des ressources. Et par rapport à la collecte des ressources, on a noté les sous-déclarations, le problème de sous-déclaration et le problème de non-déclaration. Ça veut dire, il y a des cas où sous-déclaration, on ne déclare que partiellement, il y a des cas où on ne déclare pas du tout. Toute chose expliquée par ailleurs relevant du rôle de l'État pour utiliser les moyens coercitifs afin que les brebis galeuses, entre guillemets, rentrent dans l'ordre. Et parmi les causes exogènes, encore, nous avons l'instabilité politique. L'instabilité politique qui caractérise la plupart de nos États et qui fait que le principe de continuité de service public n'est pas là, ne répond pas présent. Chaque fois qu'il y a des changements de régime ou même de gouvernement, il s'ensuit une chaise musicale où les dirigeants, de nouveaux dirigeants sont nommés et aussi viennent avec leur cohorte de personnes plus ou moins affiliées ou affiliées pour remplacer ceux qui étaient là. Donc, toute chose qui ne permet pas d'avoir une bonne vision ou même de mettre en œuvre une vision éventuelle, stratégique, éventuellement décidée par l'organisation. Mais le problème aussi qui a été soulevé, c'est celui de l'indépendance. L'indépendance. Il faut que les organes de gouvernance soient indépendants et l'indépendance s'acquiert d'abord à travers le mode de nomination des membres du conseil d'administration et le mode de nomination particulièrement du directeur général qui, semble-t-il, d'après tout ce qu'on entend, disposer de pouvoirs quand même exorbitants par rapport au conseil d'administration qui est censé être
l'autorité suprême de la gouvernance dans une institution. Problème de transparence. Transparence, comme l'a souligné Chibangali, l'a souligné aussi M. Touré. Quand vous n'avez pas des rapports réguliers, périodiques, qui sont publiés sur la gestion d'une entité comme celle de l'INPS, il est évident que ça va créer une certaine défiance de la population, des usagers, ou même de ceux-là qui pourraient être amenés à sortir de la sous-déclaration, ou même de ceux qui sont dans le secteur informel, qui ne comptent même pas ni sous-déclaration, ni déclaration, comment dirais-je, partielle, qui peuvent amener ceux-là à avoir confiance en une institution et faire adhérer leur personnel. Donc, ces questions-là, je m'en vais tout simplement lire un passage du fameux document dont je vous avais parlé. Et dans ce document, il y a un extrait que j'ai noté qui est le suivant. Tous les systèmes devraient se conformer. Il s'agit bien entendu des systèmes de gestion de sécurité sociale et particulièrement la retraite qui fait l'objet de notre sujet en termes de pérennité. Tous les systèmes devraient se conformer à certains principes de base. En particulier, les prestations devraient être sûres et non discriminatoires. Les régimes devraient être gérés avec rigueur et transparence. Engendrer des coûts administratifs les plus faibles possibles et accorder un rôle important aux partenaires sociaux. La confiance qu'ils inspirent à la population est un facteur déterminant de leur réussite. Pour établir cette confiance, une bonne gouvernance est indispensable. Par rapport à tout ça, on parle de sureffectif. On parle de non-transparence dans la rémunération. On parle de coûts élevés d'exploitation. On parle d'inadéquation de ratios retraités sur actifs. Donc, un ensemble d'éléments qui constituent un cocktail explosif, un cocktail capable d'exploser sur la bonne route de la pérennité qui est recherchée. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme profession, vous comme panéliste, pour qu'on puisse avancer au-delà de l'état des lieux? Monsieur Touré. Bon, après, en matière de propositions, moi, ce que je propose, je pense que j'ai déjà fait mes propositions tout au long de mon exposé, c'est-à-dire déjà d'administrer un peu de stabilité à la tête des organes de gestion, changer le mode de nomination du directeur général, qui doit pas être, je le dis de manière très claire, sous la mainmise du ministre. Je parle pas de la personne, je parle du ministre, voilà. C'est valable pour le ministre aujourd'hui, mais pour le ministre qui sera là dans 10, 15, 20 ans. Donc ça c'est la première chose. Et aussi, une des choses aussi que je vois également, c'est l'INPS. Je pense que pour pousser les gens, comme vous l'avez dit, monsieur Camara, pour pousser les gens à sortir de l'informel et venir dans le formel, et pour éviter la sous-déclaration ou même la non-déclaration, la première chose, c'est vraiment d'être transparent et de ne pas être dans la répression. C'est de dire aux gens, certes, vous allez payer, mais ça vous donne des droits. Voilà. Donc, l'INPS doit communiquer sur ce droit-là. Voici, c'est un droit pour vous. C'est un devoir de payer, mais chaque devoir est accompagné, ou même, je dirais, chaque droit est accompagné d'un devoir. Donc, être un peu équilibré dans la communication, dans le cadre du recouvrement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, souvent, on dit beaucoup que le ratio cotisants, le ratio entre les gens qui cotisent et les gens les pensionnés, enfin les bénéficiaires, commence à être déséquilibré. Mais j'aimerais bien qu'on regarde, qu'on décortique un peu les ratios. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le nombre de cotisants qui baisse ou le nombre de pensionnés qui augmente ou les deux? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a dans les pensionnés? Parce que, attention, les pensionnés, c'est pas que les retraités, mais c'est aussi ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle l'allocation de survivants.
Voilà. Donc ça aussi, je pense qu'il faut peut-être aller voir un peu. Moi, j'ai vu le code de prévoyance. Bon, peut-être on peut améliorer ça aussi, mettre un peu plus de conditions, mettre pour l'allocation des survivants, prendre en compte des éléments de justice sociale également, parce que tout le monde ne peut pas avoir droit à la même chose. Donc voilà. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'on peut aussi aller revoir cela. Donc, la troisième proposition, c'est dans le cadre, bon, vous avez parlé même, M. Diop, du plafonnement de la retraite. Bon, ça, je pense qu'on peut aussi introduire des notions de plafond de sécurité sociale. Hein. Ça, c'est quelque chose de courant dans les régimes de retraite. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, votre assiette de cotisation sera plafonnée, mais aussi quand vous partirez à la retraite, les retraites aussi seront plafonnées, ce qui est symétrique et juste. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans le cadre des futures réformes. Et puis également un régime de retraite quand il est déficitaire. Bon, première chose qu'on peut faire, c'est soit on baisse, on augmente les cotisations. Bon, là, je pense que les employeurs vont dire, mais non, déjà on paye beaucoup de cotisations. Ou soit vous baissez les pensions. Là aussi, les travailleurs vont dire, mais attention, nous avec le niveau de vie qui est déjà élevé, on ne peut pas se le permettre, ou soit vous reculez l'âge de départ à la retraite. Donc ça aussi, c'est des marges de manœuvre que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si ça va réduire le déficit structurel, mais en tout cas, ça peut aider les choses. Mais j'ai aussi vu une subtilité dans la façon même dont vous calculez la retraite, c'est que vous vous basez sur les dernières années. Voilà, vous dites, voilà, la retraite est basée, la rémunération moyenne mensuelle, là, c'est calculé sur les 8 dernières années. Bon, ce qu'on voit d'habitude, c'est pas les dernières années, mais c'est les meilleures années. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous mettez les dernières années, c'est pas comme dans le public où les salaires sont linéaires. Voilà, dans le privé, les salaires peuvent être erratiques. Voilà, peut-être que les meilleurs salaires, on les a au milieu de sa carrière. Donc, tout ça, ça va donner des possibilités d'arbitrage aux gens. Les gens vont dire, ben non, tiens, moi, si plus je travaille là, je vais perdre mes avantages de meilleur salaire, donc je travaille, je liquide ma retraite, et ça, c'est pas bon pour vous. Donc, pour moi, franchement, ça, si vous pouvez le faire, c'est juste enlever le dernière année et vous mettez meilleure année, comme ça incite les gens à rester peut-être longtemps au travail, travailler eux-mêmes pour pouvoir bénéficier c'est bénéfique pour vous. Plus les gens travaillent longtemps, plus ils vont cotiser, plus les pensionnés vont baisser. Donc, c'est bénéfique pour vous. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Donc, vous avez beaucoup de paramètres en jeu, mais je pense que vraiment, le plus important d'abord, c'est qu'on règle la question de stabilité, donner plus de pouvoir au conseil d'administration, voilà, par rapport au directeur général, parce que dans toutes les théories de finance d'entreprise, c'est ça. C'est vraiment le DG, il est sous la responsabilité du conseil d'administration, et pour moi, c'est très, très important. Et l'État doit continuer à jouer son rôle régalien et ne pas être partie prenante dans la gestion, quoi. Voilà. Donc, l'État doit être plus régalien, gérer, représenter le peuple, voilà, des questions plus générales, aller chercher des opportunités de réforme. Voilà, moi, c'est tout ce que je pouvais. Après, il y a aussi des questions de fraude aussi, hein, ça va passer par l'informatique, des questions de cybersécurité qui vont arriver. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Touré, on a bien noté. Indépendance, transparence, mode de nomination. Voilà. Donc, nous allons nous adresser à deux personnes que je pense être impliquées directement ou indirectement, comme je l'ai dit tantôt dans mon liminaire. C'est M. Bengali et Mme Valérie. Vous êtes, à travers vos différentes organisations, membres du conseil d'administration. Et donc, vous êtes partie prenante. Pourquoi tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution vers cette gouvernance et qui permettrait de pérenniser le système. Parce que de tout ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose qui bloque quelque part. Problème d'indépendance, problème de transparence, problème de mode de nomination, pouvoir réel du conseil d'administration. Monsieur Bengali. On n'entend pas. Votre micro. Allô? Oui, on entend. OK. Merci, M. Camara. Vous savez déjà que la première plaie qu'il faut soigner à ce niveau, comme vous l'avez dit, c'est la dépolitisation de ces deux organes d'abord. Vous avez parlé tantôt de la nomination du directeur. Aujourd'hui, vous avez un conseil d'administration qui est censé être l'organe délibératif, la même temps d'orientation de toutes les activités de l'INPS.
Et je trouve que ce conseil d'administration n'a pas pouvoir de nommer le directeur. Le directeur est nommé par décret présidentiel, ça veut dire qu'il n'a pas obligatoire, il ne peut pas suivre obligatoire, ou autrement les lignes directrices tracées par le conseil d'administration, parce qu'il n'a pas nommé pas ce conseil. Le conseil est limité, parce que tout ce qu'il y a comme ingérence de l'État, le conseil ne peut pas faire face à cela. Il faudra que le directeur sache que le conseil d'administration est capable de faire quitter à tout moment, pour qu'il puisse que la gestion devienne vraiment une gestion de l'affaire publique et non pour l'État. Donc ça, il faut vraiment la démobilisation de ces deux organismes pour une gestion saine des ressources financières et en même temps des ressources humaines. Deuxièmement, les placements. Parce qu'en réalité, quand on parle déjà de ratio, comme l'avait dit, ratio actif et pensionné, c'est quelque part qu'il y a quand même un placement. Et ce placement, il faudra, comme l'a dit M. Touré, il faudra au moins qu'il y ait une équipe qui a des capacités, qui a une formation à ce niveau, qui puisse gérer de façon efficiente les placements. Parce qu'au fait, c'est les placements qui permettent à la structure de faire face aux charges qui sont les charges des retraités. Mais tant qu'on n'a pas un bon placement, il y a un problème. C'est les placements, c'est au niveau des banques, ou bien c'est au niveau des obligations de l'État, ou bien c'est... Donc, il faut revoir ce système-là pour qu'il puisse en générer beaucoup de bénéfices et que ça soit géré de façon saine aussi, qu'on puisse aller pour pouvoir, doit s'appuyer sur les placements pour pouvoir faire face à cette situation. Parce que quelle que soit la cotisation, quel que soit le nombre de travailleurs, tant qu'à ce niveau, il n'y a pas de bon placement, on ne peut pas faire face à la réalité. Ça, c'est très évident. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'apesantir sur les placements. Avoir une équipe bien formée qui s'occupe de façon pérenne, en tout cas de façon saine sur ces gestions des placements. Il y a également qu'il faut revoir les différents régimes. L'INPS a parlé tantôt de certains régimes qui sont excédentaires, d'autres qui sont vraiment déficitaires. Bon, ça, c'est un jonglage qui doit se faire. Et là aussi, c'est la transparence qui doit jouer à ce niveau. Qu'on puisse dire clairement aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on peut faire. Et je pense qu'ensemble, que les gens peuvent décider de ce qui peut être fait par rapport à ces différents régimes. Parce que quand je regarde le régime accident et protection familiale et autres, je pense que c'est des régimes qui sont excédentaires. Mais c'est des régimes qui sont excédentaires maintenant qui doivent secourir maintenant le régime et des pensions. Alors que ce n'est pas fait pour ça. Chaque régime doit pouvoir supporter, en tout cas, ses charges. Donc, il y a un problème à ce niveau. Il faut vraiment qu'à ce niveau, qu'on puisse voir également comment revoir tous ces régimes, même si ça doit se faire peut-être à la charge, peut-être les emplois maintenant qu'ils ont beaucoup de charges. Mais il faudra revoir ce système à ce niveau aussi. Mais il y a également aussi le respect strict. En tout cas, l'État doit respecter, doit veiller au respect strict des lois. En tout cas, son rôle légal doit les jouer correctement, comme vous l'avez dit. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des entreprises et autres, là, si vous voyez des entreprises font ça qu'elles veulent aujourd'hui, parce qu'elles ont une protection, à chaque fois que quelqu'un a une protection au niveau peut-être de l'administration. Il faudra qu'on sorte de ça. Et c'est pourquoi il faudra que l'État doit être strict et sûr en l'application des lois et règles en matière de législation du travail d'abord. Parce qu'il s'agit de cela. La protection sociale a des règles, on a une loi, on a déjà la loi de protection, des lois qui régissent déjà la protection sociale au Mali. À ce niveau, je pense qu'on doit être strict sur l'application aussi de ces différentes lois. Et ça, c'est ça qui fait défaut. Et je prends, par exemple, à nouveau de l'INPS, regardez, moi j'étais une fois à l'INPS pour demander, par rapport à une entreprise, j'ai trouvé qu'il y a 253 entreprises qui ne paient pas régulièrement les cotisations. Et là, comment on doit gérer ça? Il faudra aussi qu'on prenne forcément que l'État veille à cela. Comme je l'ai dit, qu'on évite qu'à ces entreprises-là puissent bénéficier des marchés publics. Ou même à défaut, même des contrats au niveau de la production. C'est vrai que l'objectif visé n'est pas de fermer les entreprises, mais les gens ne peuvent pas travailler sans protection également. Parce que les travailleurs qui sont là aujourd'hui, c'est eux qui doivent bénéficier encore de ces retraites-là. Donc moi, je pense qu'à ce moment, pour moi, il faut vraiment veiller aussi vraiment au respect de tout ça. Et je pense que pendant la conférence sociale, et tenue à Bamako ici, je pense qu'on en a parlé, que désormais, il faudra aussi qu'il y ait un système de collecte des cotisations, que l'INPS soit épaulé même par les sections de travail. Et je pense qu'on doit aller vraiment vite à cette recommandation qui va permettre aussi même d'apaiser le climat social à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup de grèves qui sont liées
en réalité, au non-reversement des cotisations au niveau de l'INPS, qui pénalise les travailleurs, parce que par rapport à la loi même de la production au niveau de l'INPS, si un chef d'entreprise prend 3 années sans verser les cotisations, le travail ne bénéficie plus des avantages. Mais quand le chef d'entreprise verse tous les 3 années, l'INPS ne passe que 9 mois à l'assurer. Et maintenant, et tous ces années qui vont là-bas, ça va où? On n'a pas justifié, c'est pourquoi M. Touré a dit tantôt qu'il y a la transparence. Il y a un travail qui est là, qui pendant 3 ans, le chef d'entreprise ne peut pas verser les cotisations, mais en retour, on ne retrouve que 9 mois à l'assurer. Et les 2 ans, et puis, comme ça va. Donc, moi, il faut que le dire ici parce que c'est un problème qui tracasse, on ne sait pas. Parce que pour nous, on doit pouvoir avoir une économie à ce niveau. Pourquoi je pense qu'il faut assainir vraiment les comptes à ce niveau. Monsieur Bengali, voilà, merci. Merci, c'était utile. Maintenant, je vais donner la parole à Mme Valérie en tant que partie prenante, je l'ai bien précisé, hein, et puis en tant que membre de l'NPM, quand même solidaire moi, ce qui se passe actuellement. Donc, écoute, avant qu'on je profite la vie d'un expert. Je suis partie prenante à 2 niveaux parce que nous, avec les centaines d'employés qu'on peut gérer dans les entreprises et les cotisations qu'on paye, je peux vous dire qu'on est vraiment conscient d'être partie prenante des cotisations à la retraite. Après, concernant les conseils d'administration, alors nous, effectivement, on est la nouvelle équipe là du patronat, on est très conscient du rôle qu'on a à jouer, notamment dans pour essayer de garantir toutes ces meilleures gouvernances dans nos présences dans les conseils d'administration. On a essayé de professionnaliser un petit peu les personnes qui ont été identifiées en fait en fonction de leurs compétences pour aller dans les conseils d'administration. Et ça me semble très important. Moi, j'ai participé pendant quelques années à un conseil d'administration d'un EPA. Et effectivement, je peux vous dire qu'il y a quand même souvent beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, même à la fois en termes d'activité, à la fois en termes de termes concrets, etc. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui n'ont même pas lu les dossiers, quoi. Donc, je pense que avant même de faire des grandes réformes à ce niveau-là, je trouve que la professionnalisation un petit peu des membres qui participent au conseil d'administration est quand même très importante. Je pense qu'il y a des profils, quoi. Il y a des profils à essayer d'identifier pour optimiser les travaux, tout simplement. Après, ça va avec des mesures, des réserves, des recommandations, des feuilles de route bien précises, des évaluations, du suivi-évaluation, etc. Et je pense qu'une fois qu'on met tous ces outils-là en place, avec un vrai objectif de changement et de perfection, de perfectibilité, on va dire, voilà, c'est ce qui peut faire la différence. On a vraiment besoin de ça. Voilà ce que je pense. Je rentre pas dans les détails comme l'a fait Monsieur Bengali, est déjà rentré dans les détails très techniques sur précisément là l'INPS. Moi, je parle plus en général de notre présence au conseil d'administration et ce sur quoi aujourd'hui on est très vigilant parce que justement on est impliqué directement, donc on peut être et à la fois stigmatisé et à la fois interrogé, et je trouve que il faut savoir répondre et il faut être technicien quand même. Très bien. Est-ce que, juste une question, il y a eu des demandes dans le sens de pouvoir avoir la main de la part du conseil ou des membres du conseil sur la nomination d'un directeur général? C'est une question récurrente qui arrive. Oui, non, ça c'est quelque chose qui est récurrent. On sait très bien que, comme l'a dit Monsieur Bengali, enfin, je sais peut-être pas, on le dit, hein, de toute façon, mais effectivement, le fait de nommer des directeurs généraux dans ces structures-là, on sait très bien que quelque part, ça alimente aussi les pouvoirs politiques, quoi. Donc cette indépendance est nécessaire. Mais si vous pouvez me permettre j'avais 2-3 choses à dire sur les différents échanges qu'il y a eu. Très rapidement, parce qu'on va recueillir l'avis d'un spécialiste. Après, on va
Allez-y. Faire revenir quelques questions des internautes sur le sujet. Oui. Oui, allez-y, Valérie. Ah, ok, je pensais que j'attendais après. Non, je disais, c'était pour Monsieur Diop tout à l'heure, il disait que on pouvait, alors là, je vais prendre ma casquette vraiment de secteur privé et d'employeur, mais on pouvait prendre sur le pourcentage de l'AT pour après mettre du côté de la retraite. Moi, je veux bien qu'on commence à faire des vases communicants comme ça, mais il faudrait déjà que l'AT fonctionne bien. Aujourd'hui, on avance beaucoup d'argent, nous les employeurs, sur l'AT et qu'on n'est jamais remboursé. Donc, je peux comprendre que la caisse soit excédentaire, mais en même temps, si déjà ça pouvait fonctionner et nous rembourser, ça serait bien. Et deuxième chose, sur le taux de cotisation qu'il faudrait élargir. Alors, Monsieur Touré l'a dit, les employeurs. Tout le monde entend bien. Vous m'entendez pas? Ah, c'est en tout cas moi de manière hachée. Hein. J'entends bien, moi j'entends. Je vous entends très bien, Madame Belair. Oui. Hein? Bon, c'est peut-être... Bon, ok, donc si vous m'entendez... Je disais que Monsieur Touré, il était conscient tout à l'heure que les employeurs n'allaient pas être d'accord sur le fait d'augmenter le taux. On n'entend pas bien. Bon, en attendant, je vais passer à un expert que j'ai sous la main, Monsieur Diakité. Qu'est-ce que vous avez comme avis sur tout ça? Et quel regard portez-vous sur tout ça par rapport au thème qui est en débat? Merci, M. Camara. Moi, je fais mienne toutes les idées qui ont été développées par les intervenants. Et en grosso modo, si j'essaye de résumer, les intervenants ont exposé largement beaucoup de difficultés auxquelles notre système de retraite est confronté. Donc, il s'agit maintenant, puisque vous leur avez posé la question de réfléchir sur les solutions. Donc, pour moi, il y a lieu de choisir des stratégies en fonction d'un certain nombre de paramètres. Le son. Est-ce que tout le monde entend bien? Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est de mon côté que c'est haché. Donc, il y a des choix à faire par rapport à des paramètres. Voilà, il y a lieu de choisir, de prendre en compte l'évolution démographique du pays pour voir là où on va fixer, là où on va mettre le curseur par rapport à l'âge de la retraite. Ça, c'est déjà un premier problème qui a été évoqué. Il y a le problème également de la manière dont les pensions sont valorisées. Est-ce qu'avec le rythme actuel, on pourrait soutenir le rythme de l'augmentation de la majoration des pensions? Le problème également de la gestion des coûts par l'INPS. Je crois qu'on a abordé, M. Touré a abordé tous les aspects de ce problème-là. L'aspect concernant les techniques, les frais administratifs, la gestion des capitaux, tout cela a été bien couvert. Également, les conditions du bénéfice des retraites. La question également a été posée et il y a lieu effectivement d'apporter des réponses. Donc, en résumé, si on essaie d'observer tout cela, il s'impose actuellement de faire une relecture des textes. C'est indispensable. Bengali l'a dit, c'est ressorti dans les exposés de M. Touré. Avec les textes actuels, l'INPS se verra mal à l'aise de pouvoir évoluer correctement et faire les changements proposés. Les changements dans les conditions du bénéfice de la pension de retraite, l'âge de la retraite, etc. Les conditions de nomination des directeurs, des pouvoirs, du directeur général, du conseil d'administration. Tout cela nécessite une relecture du code de prévoyance sociale. Nous avons un problème à ce niveau-là. Dans notre pays, les textes restent trop longtemps. L'actuel code de prévoyance sociale date de 1999. De 1999, ça fait plus de 20 ans. Il y a eu des légères modifications, mais pas de modifications de fond qui prennent en compte un certain nombre de préoccupations. Moi, je voudrais ajouter deux ou trois idées
qui n'ont pas été exposés par les légères modifications, mais pas de modifications. Il y a d'abord le problème de l'existence des deux caisses de sécurité, l'INPS et la Caisse malienne de sécurité sociale. Donc, les deux systèmes gèrent d'un côté le secteur public, l'autre le secteur privé. Or, aujourd'hui, on observe une évolution, une passerelle entre les deux. Donc, comment cela va être pris en compte? Comment cela va évoluer? Et je sais que cela pose énormément de problèmes également à l'INPS par rapport à la prise en charge de cela. Qu'est-ce que je vais dire concrètement? Vous avez des personnes qui vont commencer leur carrière en tant que fonctionnaires et qui vont finir dans le secteur privé. Ils vont finir dans le privé. Qui va prendre en compte le paiement de la retraite? Actuellement, la tendance va basculer forcément du côté de l'INPS parce que la rémunération est plus intéressante dans le privé. Et c'est le privé qui attire beaucoup plus de fonctionnaires que la fonction publique n'a-t-il de faire. Donc, c'est une réflexion à mener par rapport à ce côté-là. Donc, il y a lieu de vraiment voir ce système et d'en tenir compte dans l'évolution de la législation à venir. Il y a également le deuxième côté. L'INPS gère actuellement le système de retraite volontaire. Les privés, ceux qui sont dans travail à leur propre compte, les professions libérales qui ont accepté d'adhérer à l'assurance volontaire. Actuellement, il y a un blocage parce que les textes n'ont pas été mis à jour pour faciliter justement la passerelle entre la cotisation versée par une personne dans l'assurance volontaire et sa prise en charge dans le système de l'INPS. Il y a un blocage. Il y a des activités qui ont été menées sur le terrain. Beaucoup de personnes ont versé des contributions, mais maintenant, le système peine à leur donner satisfaction parce qu'on n'a pas réfléchi effectivement à trouver une bonne passerelle. Or là, il y a effectivement une aubaine pour l'INPS. Si effectivement on stimule la participation, l'adhésion au système volontaire des personnes dans le système qui travaillent à leur propre compte, cela pourrait être de nature à soulager un peu le système avec le gain qui pourrait venir de là-bas. Mais actuellement, il y a un blocage. Donc, il faut relire les textes et essayer de voir ce côté-là. Très bien. Rapidement ramasser l'intervention et le regard du spécialiste. J'ai noté principalement 3 points. Et un code non évolutif qui est figé depuis un moment, qui n'a pas connu de modification ou d'adaptation par rapport aux nouvelles données, aux nouveaux défis. L'existence d'un double système, donc une dualité de système de gestion de la retraite, d'un côté pour le privé et de l'autre pour les fonctionnaires. On gagnerait à avoir l'unicité de gestion de ces deux contributeurs. Également, l'absence de passerelle entre le système volontaire d'adhésion et le système d'adhésion obligatoire, ce qui permettrait de renflouer ou même de renforcer en termes financiers le fonds dédié à la prise en charge de la retraite. Ce qui suppose que l'apport du système d'adhésion volontaire est certainement très important et plus excédentaire, je voudrais dire. Parce que si c'est déficitaire, ça n'apportera pas grand-chose. Comme nous ne disposons pas des éléments chiffrés, donc on va essayer J'ai eu quelques internautes qui ont posé des questions, mais les questions les plus pertinentes, par exemple, des propositions en termes d'élection des membres des conseils d'administration et du directeur général, éventuellement par les assurés. Monsieur Bengali, le syndicat est censé représenter les travailleurs
donc les futurs assurés. Mais à partir du moment où quelqu'un est déjà parti à la retraite, quels sont ses rapports avec le syndicat, ou bien il tombe dans une autre catégorie où il existerait une association, et quel type d'association, notamment des anciens retraités, est-ce qu'ils ont voix au chapitre, au niveau des instances dirigeantes? Allô, M. Bangali, j'attends. Il faut activer votre micro. Voici une question très importante. Oui. C'est vrai qu'il faut que les gens comprennent déjà que tous ces organismes, que ce soit l'IMPS ou les autres organismes tripartites, que les gens comprennent déjà le fonctionnement de ces organismes, c'est un fonctionnement tripartite. Se trouve l'État, le syndicat et puis le patronat. On ne peut pas aller en dehors de cela. Maintenant, côté syndical, quelqu'un qui est en retraite, bon, aujourd'hui, ce n'est pas un membre actif du syndicat qui ne peut pas forcément représenter le syndicat ailleurs, tant que le syndicat n'a pas cette volonté. Donc, il relève forcément du syndicat. Mais par rapport à la carte des retraités, puisque c'est les bénéficiaires, le conseil a toujours prévu un poste pour les retraités. Il appartient à eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui choisissent leurs représentants au niveau du conseil d'administration. C'est comme le représentant des travailleurs, c'est les travailleurs qui choisissent également de façon démocratique celui qui doit les représenter au niveau du conseil d'administration. Maintenant, les autres membres qui viennent comme cela, qui dans le cas du tripartisme, c'est les syndicalistes qui sont actifs et c'est les membres du patronat qui sont actifs également. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dire que c'est les assurés même qui doivent, sinon les bénéficiaires qui doivent élire les membres du conseil d'administration, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Ce n'est même pas une bonne chose pour eux, parce que quand il y a des problèmes aujourd'hui, et même viennent s'abattre encore sur le syndicat qui doit chercher les solutions à leurs problèmes. C'est le débat qu'on vient de faire aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui des collections, de collecter des ressources pour l'IMPS, ce n'est pas quelqu'un qui a un retraite qui peut vraiment demander à chaque entreprise de faire ça. Donc, comprenez déjà la présence du syndicat à ce niveau. Il faut que les représentants du syndicat soient choisis par les syndicalistes eux-mêmes, mais pas par des retraités. Les retraités ont le droit de choisir leurs représentants au niveau du conseil, et ça, c'est déjà prévu. Moi, je pense que ça, c'est largement suffisant déjà, parce que tout ce qu'on prend, ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est la qualité de la personne qui compte. C'est pourquoi quand M. Touré disait qu'il faut voir les gens par rapport à leur profil, il appartient aux assurés maintenant de prendre quelqu'un qui est à haut terme, qui est capable de défendre leur cause au sein du conseil d'administration. Mais on ne peut pas changer le système qui est là, qui est un système, en tout cas, un système tripartite. Mais quant à l'élection aussi du directeur de l'IMPS et de la structure, si on se réfère au CIPRES, peut-être que nous connaissons tous, je pense que c'est les membres du conseil d'administration qui existent toujours, le directeur. En tout cas, c'est dans les tests de la CIPRES, je pense que c'est ce qui est prévu. Même si on ne l'applique pas ici, il faut que... Je vais chercher les sous pour prendre cette note. Voilà, comprenez déjà que c'est le commissaire de l'achat qui devrait nommer le directeur de l'IMPS, mais pas les assurés. Les assurés ne peuvent pas quand même nommer le directeur de l'IMPS. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas en activité, ne peut pas se mêler dans la gestion des gens qui sont en activité. Très bien. J'ai une autre question d'un internaute. Il pose la question de savoir s'il existe un canal de discussion entre l'INPS et les CNPN qui représentent les employeurs, donc les sociétés qui doivent faire ces déclarations pour améliorer le taux de recouvrement des cotisations. En fait, s'il existe un canal permettant de sensibiliser mieux les entreprises afin qu'elles puissent vraiment s'acquitter de leurs cotisations dans les délais requis et dans les règles de l'art. Je pense que cette question va s'adresser plutôt à M. Diop. Monsieur Diop? Monsieur Diop? Bon, Madame Valérie, vous pouvez répondre. Hein?
Oui, bah, le canal qui existe, c'est par les groupements professionnels, en fait. C'est-à-dire que chaque groupement professionnel, après, relaye auprès de ses membres et des entreprises. Donc, c'est ça notre relais de communication. On est un bureau avec des vice-présidents et il y a tous les groupements professionnels qui sont membres. Et le canal, il passe par là, en fait, par les groupements professionnels. Et par les autres organes du secteur privé avec lesquels on est partenaire. Le REAO en fait partie, il y en a plein d'autres. Si c'est ça la question. Très bien. La question avait été posée aussi de savoir que avant de parler d'unicité de régime, qu'il était important de savoir pourquoi certains régimes sont déficitaires par rapport à d'autres. Mais je pense que l'unicité des régimes n'avait pas été posée, elle n'avait pas été dit plutôt ici comme condition, mais c'était plutôt que chaque régime puisse générer son propre équilibre. Voilà, parce que là, apparemment, tout est mis dans le même fond et avec un mélange sans tenir compte des ratios propres à chaque régime. Et puisque c'est le lieu de le dire, la CIPRES, qui est quand même une convention internationale des institutions de sécurité sociale, édicte des règles et a mis en place des ratios prudentiels qui doivent être des outils et en même temps des instruments de pilotage pour les institutions de sécurité sociale. Ces ratios concernent tous les aspects, des aspects techniques et même les aspects concernant les charges de gestion. Par rapport à tout ça, et qu'est-ce que l'expert Diakité peut nous dire là-dessus? Bon, d'abord, je voudrais répondre un peu sur la question que vous avez posée à Valérie concernant les canaux. Bon, oui. C'est vrai, il y a des canaux informels que nous, professionnels, essayons d'ouvrir sans que ce ne soit des portes officielles. Parce que nous sommes dans la pratique, nous sommes tous les jours avec l'INPS. Nous avons été avec eux quand nous étions en entreprise, en tant que directeur des ressources humaines. Nous sommes toujours avec eux également en tant que, cette fois-ci, employeurs et entrepreneurs, connaissant leur matière et essayant également de les aider à mieux gérer justement les difficultés auxquelles ils font face. C'est ce qui nous a amené justement à ouvrir le débat sur la question, tel que vous-même vous venez de le faire tout à fait par un webinaire. Nous aussi, à travers des groupements professionnels, donc nous avons ouvert le débat sur les réformes de la retraite au Mali, les enjeux et les perspectives. Donc ça, c'est déjà du côté des groupements professionnels, ce que nous pouvons apporter comme contribution au débat. Et les conclusions sont disponibles. Nous avons invité les représentants de l'INPS, les syndicats, et nous avons eu une matinée de débat. Ensuite, il y a également le fait que les prestations de l'INPS, les travailleurs qui doivent faire leur démarche auprès de l'INPS, ce n'est toujours pas quelque chose de facile. Et la démarche, elle peut être longue, elle peut être compliquée, et les pièces à fournir sont nombreuses. Donc là également, actuellement, le secteur privé essayait de créer ici aussi des opportunités. De la même manière qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans le recrutement. Également, le fait d'accompagner l'INPS dans la gestion de la prise en charge des retraites également offre une opportunité pour essayer d'aider le travailleur à mieux constituer son dossier, à mieux suivre son dossier auprès de l'INPS, parce que ce n'est vraiment pas évident. Et toutes les deux parties sont gagnants. D'un côté, ça permet à l'INPS d'avoir des interlocuteurs qui peuvent l'aider à nettoyer, entre parenthèses, un peu les dossiers avant d'arriver. Ça va aider les entreprises à dégager du temps également au niveau de leurs services et ressources humaines,
parce que vous allez avoir aussi des spécialistes qui vont vraiment faire le travail et de manière que et le travailleur également pourra être soulagé parce que il y aura une interface entre lui et l'INPS pour essayer de faciliter un peu la gestion de ses droits, de faire en sorte que le dossier puisse être déposé dans le meilleur délai et permettre également à l'INPS de traiter le dossier dans le meilleur délai pour que le travailleur puisse rentrer dans ses droits le plus tôt que possible au lendemain de son départ à la retraite. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, je n'ai pas très bien saisi. Monsieur Camara, si vous pouvez rappeler rapidement. Monsieur Camara, vous m'entendez? Je pense qu'on a été suffisamment édifié. Je vous entends, mais vu que le temps qui nous est imparti se rapproche à grands pas, j'aimerais tout simplement voir du côté internaute qu'est-ce qu'il y a comme dernière question, parce que je vois que M. Diop ne répond plus. Ah, il est là, il est là. Revenu. Voilà. M. Diop, très rapidement. Il y avait une d'électricité là. Et voilà, très rapidement, et parce que le temps est court. Oui. Est-ce que l'INPS respecte les ratios prudentiels ou les normes en matière de gestion édictées par la CIPRES au jour J d'aujourd'hui? Si c'est le cas, on voudrait le savoir. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui est fait pour qu'on se rapproche du respect de ces normes, y compris les charges de gestion? Parce que quand les charges de gestion sont élevées, forcément, ça va aller mordre dans ce qui doit être réservé à la prise en charge des pensions de retraite. Puisque c'est un système de répartition, comme l'a été bien dit par les différents intervenants. Rapidement. Merci bien. Effectivement, les ratios édictés par la CIPRES, aucun ratio n'est respecté à notre niveau ici. Il faut le reconnaître quand même. Aucun ratio n'est respecté. Maintenant, par rapport à... Dans l'avenir, par rapport au financement, nous avons proposé de revoir un peu le mode de financement, le mode de gestion. Donc, il faut diversifier les ressources, notamment en faisant des placements, comme dans les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, où il y a des immeubles de rapport qui dénotent carrément les frais du personnel des cotisations. Alors, à notre niveau, tous les frais, comme vous l'avez dit, proviennent des recettes de cotisation. Donc, il faut y voir ce système, faire des placements, faire des investissements pour au moins que les frais du personnel, quand même, soient gérés par ces recettes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Sinon, les ratios ne sont pas respectés effectivement à la date d'aujourd'hui. Aucun ratio n'est respecté. Merci, M. Diop. Cela nous renvoie exactement à la problématique de la pérennité d'un système de gestion, de la pérennité d'un système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le régime vieillesse, donc la partie retraite qui fait l'objet de ce débat. Je lis très rapidement par rapport à ça un extrait encore d'un document de la CIPRES. La bonne gouvernance des programmes est une condition essentielle à l'extension de la couverture et à l'amélioration de l'efficacité de la protection sociale. Une gouvernance efficiente peut faire la différence à long terme. Aucun système de protection sociale ne peut atteindre ses objectifs sans une bonne gouvernance. Et au centre de la bonne gouvernance se trouve la saine gestion financière. Ça nous renvoie au problème organisationnel au sein des conseils d'administration. Existe-t-il des comités de pilotage ad hoc? Existe-t-il des comités d'audit et tous indépendants qui pratiquent de façon autonome leur mission sans entrave et sans aucune pression de quelque nature que ce soit? Juste une question qui demande. Il y a le comité de gestion qui vient de la direction générale, donc qui est celle quand même du suivi de la gestion.
Et comme vous l'avez dit, il y a des directions de l'inspection, des directions d'audit, il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui sont indépendants, qui mènent leur action indépendamment de toute pression, de toute action de l'extérieur. À la date d'aujourd'hui, nous avons ces 2 qui marchent. L'inspection générale, la direction de l'audit, qui effectivement, même quand la CPS viennent, c'est avec ceux qui travaillent là. Donc, ceux-ci sont réellement indépendants dans les 3 ans qui viennent d'être écoulés. Donc, qui viennent d'être écoulés, voilà. Très bien. Je pense qu'on va s'acheminer vers le mot de la fin parce qu'on a fait le tour de l'essentiel. On n'a pas forcément épuisé le sujet parce que ce qui a été exposé plus largement, c'est les difficultés auxquelles les assurés, les employeurs sont confrontés, les questions d'interférence étatique ou politique, mais on n'a pas quelques ébauches de solutions ont été faites en matière de propositions pour pouvoir améliorer la gouvernance, et tout cela est dans le cadre quand même d'une vision de l'État. Parce que si l'État ne se dessaisit pas de certaines prérogatives qu'il détient, il serait très, très difficile de procéder à la réorganisation et orientée vers l'efficacité, vers la pérennité tout court. Donc, qu'est-ce que patronat et syndicats, pour une fois, pourraient faire ensemble pour parvenir à disposer d'un meilleur système de gestion, donc de gouvernance autonome au niveau de l'INPS? Juste 2 mots pour Monsieur Bengali et puis Valérie. Rapidement, très rapidement, parce qu'on est à la fin. Le micro, Bengali. Voilà, moi je disais que je pense que la première des choses à faire, il faudra un mécanisme de dialogue constant entre les syndicats et puis les patronats. Ça nous permet d'avoir des problèmes auxquels nous sommes confrontés, que ce soit le gouvernement des cotisations. Je pense que c'est dans un cadre de dialogue avec le patronat qu'on peut vraiment interrompre des employeurs pour qu'ils puissent s'acquitter régulièrement de leurs cotisations. Au niveau de l'INPS également, c'est le même problème parce que nous sommes tous liés par la bonne marche de cette structure. Le patronat cotise à un certain niveau pour pouvoir permettre aux travailleurs qui sont des potentiels retraités de pouvoir bénéficier de la retraite une fois qu'ils sont en retraite. Et nous, en tant que Sénégal aussi, c'est nous qui sommes les futurs bénéficiaires. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'aller ensemble. Au niveau du conseil, de former quand même une équipe pour pouvoir influencer, en tout cas, par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Notre rôle est très important, mais on ne peut pas le faire tant qu'on ne parle pas ensemble. Moi, je pense qu'on doit vraiment mettre en place un cadre de dialogue constant et échanger ensemble pour pouvoir influencer, en tout cas, pour pouvoir mettre en place, appliquer la mise en œuvre de tout ce que vient de dire ici. Ça dépendra de notre union. Très bien. Merci, M. Bengali. Madame Belver, Valérie. Monsieur Camara, avec votre permission, je voudrais réagir rapidement également sur la question. Très rapidement, hein. Très rapidement. Oui, nous sommes dans un pays où nous aimons tout ce qui est national, débat national, forum national. Oui. Moi, je pense que nous devons aller au-delà du patronat et du syndicat. Lors de notre débat, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faut un débat national vraiment sur les enjeux des réformes à mettre en place pour assurer la pérennité de notre système de retraite. C'est ce que je voulais dire. C'est une très, très bonne proposition. Je pense que le syndicat et le patronat CNPM seraient forcément d'accord, puisque tout le monde veut concourir à la pérennisation du système pour pouvoir faire face aux engagements. Mais bien sûr, en ce moment, on s'engage sur beaucoup de sujets et c'est très, très ouvert. Diakité, on n'arrête pas de se croiser sur des sujets. Non, là, il s'agit à l'échelle nationale. Oui, bien sûr, mais vous commencez comme ça.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, syndicats, patronat, on est ensemble sur plein de sujets. Et puis sur l'affaire des retraites, il paraît important de mobiliser les entreprises et les travailleurs. Et ça peut se faire ensemble. Après, c'est tout ce problème de l'informel et de gens qui payent pas ni leurs cotisations ni leurs impôts, etc. Eh ben, c'est quand même aussi du rôle de l'État d'être garant de ça, quoi. Et ce gap-là de l'informel, on le retrouve à plein de niveaux. Et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on peut pousser, faire du lobby et mettre de la pression. Mais en même temps, il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités parce que c'est un manque à gagner énorme pour elle. Et puis, c'est toujours les mêmes qui payons, c'est-à-dire le secteur formel, qui est de plus en plus petit. C'est vrai, qui s'est rétréci. Et ça, ce n'est plus supportable. Ok, très bien. Au moins, il y a un consensus sur un point, c'est que tout le monde est d'accord pour demander ou faire le lobbying nécessaire vers qui des droits pour qu'ils puissent se tenir une assise nationale sur la question des modes et moyens de pérennisation du système de sécurité sociale et notamment de la retraite. Donc ça, c'est déjà un acquis. Donc on verra cela dit, je pense que on est au terme de ce webinaire qui a certainement rempli quelques attentes, pas toutes. Et je profite de l'occasion pour présenter toutes nos excuses à cause des contingences techniques et technologiques qu'il y a eu. Là aussi, malgré les avancées, on reste toujours tributaire des nouvelles technologies de l'information qu'on ne peut pas maîtriser à 100%, comme même cheval dans le temps. Donc, Madame la Présidente, au terme de ces débats, tout en remerciant tous les panélistes pour leur apport vraiment fabuleux, leur apport riche, leur rapport technique et vraiment qui ont permis de vulgariser et d'éclairer davantage les gens sur ce thème. Donc, il ne me reste qu'à les remercier encore, remercier aussi tous les internautes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions dont toutes n'ont pas pu être rapportées compte tenu des contraintes de temps dues à des différentes interruptions qu'il y a eu aussi sur le plan technique. Remerciant tout le monde, je vais laisser la parole à Madame la Présidente pour vous dire le mot de la fin. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Camara, merci beaucoup. Merci, monsieur Camara, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Camara. Merci, monsieur Camara. Merci. Voilà, merci. Madame la Présidente. Oui, chers participants, je vous remercie justement à cause de ces contingences techniques. Je sais que la vidéo a tendance à jouer négativement sur la qualité de la réception. Et je remercie tous les panélistes pour ce débat très riche, tous les participants, en espérant que nous aurons de bons échos après sur les réseaux sociaux, parce qu'on va continuer à lire les commentaires. Hein? Voilà. Merci à tous et entrez bien chez vous. Oui, allez-y, madame. Non, c'est bon. Moi, j'ai... Très bien. Merci, madame. Documentation. Voilà, la documentation de M. Diop sera accessible en ligne. C'était juste pour en prévenir les internautes. Et voilà, merci à tous. Et après le mot de la fin, merci, au revoir. Ce n'est que partie remise. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, à la prochaine. Merci. Merci.